Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ARPOD, le podcast de la Société française d'anesthésie et réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode de la série thématique pour aborder des sujets d'actualité en réanimation. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Éric Maudre, médecin chef de service de l'hôpital d'instruction des armées de Toulon, exerçant en anesthésie et réanimation, pour nous parler du retour de la haute intensité dans les conflits armés et pourquoi sommes-nous tous concernés. Professeur Maud, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de l'évolution de l'intensité des conflits? Bonjour. Tout d'abord, je remercie la SFAR et le comité de réanimation pour l'invitation pour évoquer effectivement ce sujet d'actualité, car comme vous l'avez remarqué, bien sûr, nous observons une dégradation croissante de l'ordre international, et notamment sur le sol européen depuis maintenant plus de 2 ans avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors pour avancer dans cette question, il faut se poser la question de comment en est-on arrivé là et s'intéresser à l'évolution du contexte géopolitique mondial. Je ne suis pas expert, c'est complexe, mais on peut dire que au début des années 90, avec la chute du mur de Berlin, l'effondrement du monde bipolaire entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, on a assisté à la fin de la guerre froide, qui a supprimé les tensions géopolitiques entre ces deux blocs, avec deux conséquences. D'une part, cet effondrement a libéré les esprits avec l'idée de la fin du risque de guerre mondiale, tout simplement, et l'idée qu'on pouvait maintenant vivre dans une mondialisation heureuse, un peu faite principalement d'échanges économiques. Et puis il y a une autre conséquence qui est celle d'avoir libéré deux grandes envies, celle pour des États de s'armer de manière importante, parfois de façon débridée, et puis celle de contester de plus en plus souvent le droit international, en particulier dans le champ des frontières et dans celui du respect des règles internationales. Et pour le chef d'état-major des armées, si vous voulez, il a, il nous dit qu'on est passé d'un triptyque paix, crise, guerre à un triptyque compétition permanente, contestation fréquente entre les États qui peut aboutir à un affrontement. Et ce changement a conduit à une réflexion, une anticipation stratégique menée par les armées depuis plusieurs années et qui a été exprimée dans une vision stratégique par le chef d'état-major des armées qui demande aux armées de se préparer à être engagées dans un conflit de haute intensité. Et ça concerne bien sûr le service de santé des armées qui, comme les autres soutiens, a pour mission de donner la plus grande autonomie possible à la force pour combattre. Et c'est particulièrement dimensionneur car cela permet aux combattants de s'engager car ils savent, dans une sorte de cercle de confiance, qu'ils vont être secourus. Or, au cours des 30 dernières années, nous avons été, comme nos alliés, engagés dans des conflits de basse intensité. Ça a été le cas en Afghanistan, en Afrique, notamment au Sahel, dans des opérations plutôt de contre-terrorisme ou de maintien de la paix. Opérations qui sont caractérisées par une asymétrie des capacités militaires, avec d'une part des capacités importantes, euh, avions de chasse, avions de transport, hélicoptères de combat, cavalerie, artillerie, infanterie, des armées modernes en quelque sorte et complètes, face à des capacités faibles, celles de groupes armés terroristes, dont le mode d'action est surtout l'embuscade et l'utilisation d'engins explosifs improvisés. Et ce rapport de force naît une sorte de confort opératif qui est celui des conflits de basse intensité et qui est caractérisé en particulier par le fait que le feu ennemi, embuscade, explosion, ne dure pas et qu'on va pouvoir, parce qu'il ne dure pas, prendre en charge très rapidement nos blessés et respecter notamment la Golden Hour pour amener nos blessés dans une antenne de réanimation et de chirurgie de sauvetage pour faire l'hémostase. Et avec nos alliés, nous nous préparons donc à des conflits plus durs, dits de haute intensité, comme nous n'avons pas connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà voilà en sorte de tableau pour cette première question. C'est en effet une introduction très intéressante. Et quelles sont les conséquences de cette haute intensité, notamment pour le service de santé des armées que vous représentez?
Alors, la haute intensité, vous l'avez compris, elle est le résultat d'un affrontement de puissances finalement équivalentes et fortement armées. C'est ce qu'on a observé dans le conflit du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en septembre 2020 et plus récemment, plus proche de nous encore, en Ukraine. Elle est caractérisée par l'engagement de milliers d'hommes et de véhicules dans un affrontement dit de masse, puissance de feu considérable, avec notamment au cours des premières semaines et des premiers mois en Ukraine, des bombardements qui pouvaient quotidiennement être de 5 à 10 000 obus donc par jour, de très fortes capacités antiaériennes qui interdisent le ciel et notamment les hélicoptères pour évacuer les blessés, la présence d'une menace drone qui est omniprésente dans des différentes missions, des missions de reconnaissance, de ciblage ou d'attaque, qui est d'ailleurs un des principaux enseignements de la guerre en Ukraine. On voit aussi que les structures sanitaires dans les conflits à haute intensité d'aujourd'hui sont régulièrement des cibles, témoignant du non-respect du droit international. Et puis, bien sûr, la guerre moderne, cette guerre à haute intensité, est celle aussi une guerre spatiale, numérique et informationnelle. Et c'est cette intensité des combats qui conduit à un changement d'échelle qui est considérable, avec des blessés en beaucoup plus grand nombre, de l'ordre de 100 par jour, mais ce chiffre est régulièrement dépassé, avec des afflux fréquents, des éclats de roquettes faits par des éclats de roquettes, d'obus. C'est ce qu'on a observé notamment, par exemple, au Karabakh en 2020. En un mois et demi, plus de 4 000 morts et plus de 11 000 blessés. Également en Ukraine, en 2022, les 100 premiers jours du conflit, cela représente plus de 10 000 morts et plus de 40 000 blessés. Une des grandes caractéristiques de ces conflits sans espace aérien, si je puis dire, c'est que les délais d'évacuation s'allongent considérablement. Pour atteindre l'antenne chirurgicale et de réanimation de sauvetage, on passe de la Golden Hour au Golden Day, c'est-à-dire 6, 8, 10 ou 12 heures, avec des évacuations de blessés qui se font par la route vers des points de stabilisation, dans des évacuations qui sont plutôt et surtout différées, collectives, nocturnes, avec d'autres défis logistiques, notamment celui du ravitaillement de dispositifs médicaux et de ravitaillement, bien sûr, de la transfusion. Et alors, comment pouvez-vous faire face à tout cela? Alors, vous l'avez compris, ce changement basse intensité, haute intensité constitue un défi majeur, non seulement pour les armées, mais également pour les services de santé des armées. Et il ne peut s'envisager qu'à travers un engagement intégré avec nos alliés pour être plus forts ensemble et continuer à réaliser une chaîne d'évacuation qui restera complète et autonome avec nos alliés, qui va du lieu de la blessure aux hôpitaux du territoire national. Comme tout système apprenant, le service de santé des armées utilise les rétextes de l'armée ukrainienne et ainsi va faire évoluer des outils et des capacités dans une démarche qui est celle finalement de l'innovation en santé, dans les domaines thérapeutiques, technologiques, numériques, mais aussi organisationnels, on va le voir, et puis d'adapter nos formations et entraîner les soignants pour prendre en compte ce changement d'échelle qui est caractérisé par des blessés beaucoup plus nombreux et des évacuations plus longues. Alors pour illustrer ces différents points, je vais prendre 4 exemples. Le premier exemple, c'est celui des missions de l'Académie de santé des armées, euh, dont l'enseignement qui enseigne le sauvetage au combat, qui est un standard de soins qui est réalisé en équipe, qui débute par des actions faites par le combattant lui-même, ciblées sur la mortalité évitable et notamment bien sûr les hémorragies externes. Et dans sa mission, eh bien, l'Académie de santé des armées va densifier le maillage des combattants avec des compétences de sauvetage au combat au plus grand nombre des combattants, en y ajoutant à ces gestes de réflexe, qui sont des gestes standardisés, une intelligence situationnelle pour réviser, ajuster la prise en charge de blessés pendant son évacuation. Ça concerne également nos médecins généralistes qui, qui tous, depuis 2 ans, durcissent leurs compétences grâce à la FST, médecine en situation de guerre. Et c'est l'occasion pour moi de remercier les services de réanimation qui accueillent ces internes et qui par là participent au durcissement de notre préparation.
Là encore, médecins généralistes qui devront prendre en charge plusieurs blessés pendant plusieurs heures. La deuxième illustration, deuxième exemple est celui du Centre de développement capacitaire opérationnel santé, qui lui aussi utilise le RETEX, qui travaille avec les industriels, conçoit, réalise en ce moment de nouveaux formats d'antennes de réanimation et de chirurgie de sauvetage pour nous permettre de nous adapter à une plus grande modularité, une plus grande mobilité et donner, pourquoi pas, une capacité de soins en roulant, notamment dans ces points de régulation, ces points de stationnement où pourront être faits des gestes chirurgicaux ultra écourtés dans ces zones de stabilisation. Troisième exemple, c'est celui, je l'ai dit, de la transfusion. Donc, ça concerne le centre de transfusion sanguine des armées. Lui aussi, pour faire face à ce changement d'échelle des besoins transfusionnels, il va il aura augmenté sa capacité de production en produits sanguins, notamment le plasma lyophilisé, qui est un produit d'intérêt, et le sang total haute déleucocité, qui a été déployé pour la première fois au Sahel et qui est aujourd'hui un produit sanguin labile dont on peut disposer et qui est notamment évalué actuellement dans une étude prospective randomisée nationale française. Produit sanguin et puis modalité également, modalité du ravitaillement pour le distribuer le plus à l'avant possible dans une transfusion, vous l'avez compris, qui doit être préhospitalière, comme nous l'avons déjà fait au Sahel, avant la première structure chirurgicale. Quatrième et dernier point, c'est celui des concerne le retour de nombreux blessés vers les hôpitaux du territoire national, qui va se faire via des évacuations, des MEDEVAC, qui seront collectives, multidisciplinaires, multimodales, là encore avec nos partenaires, nombre, nombre de blessés qui va dépasser bien évidemment la seule capacité des hôpitaux d'instruction des armées. Et c'est la raison pour laquelle une collaboration interministérielle est en train de s'écrire, pardon, pour construire avec les hôpitaux civils et les agences régionales de santé des parcours de soins régionaux allant jusqu'à la réhabilitation complète. Là encore, pour faire face à ce changement d'échelle, on perçoit bien que l'anesthésie-réanimation civile et militaire devra être ensemble pour concourir à ces prises en charge au bloc opératoire, en soins critiques et en médecine périopératoire. Et cela au-delà plutôt avec l'engagement de nos réservistes, dont l'engagement est précieux, qu'il s'agisse d'un engagement clinique en hôpital d'instruction des armées ou en opération, ou dans des missions de formation, comme cela est déjà le cas à l'Académie de santé des armées. Ces exemples nous montrent bien l'ensemble du champ des actions que vous êtes en train de mener sur cette thématique. Euh, Qu'est-ce que vous souhaiteriez nous transmettre en forme de conclusion sur ce sujet? Ben, pour conclure, on voit bien que pour relever de tels défis, on aura besoin d'autre chose, de mobiliser autre chose que des aspects techniques et organisationnels. C'est le sujet des forces morales, qui est un sujet important, qui correspond à la capacité psychologique pour affronter une adversité. Et cela parle à l'anesthésie-réanimation, qui est une discipline exposée régulièrement à des discussions éthiques, à la mort, à la gravité des maladies, avec leur cortège de défaillances, aux périodes de garde, à la nuit profonde notamment, pour faire face à une forme d'adversité physique et psychologique. Avec ce changement d'échelle, nous devrons changer là aussi d'échelle, puisqu'il s'agira, notamment en projection, de faire face à des armées qui n'ont pas le même rapport que nous à la mort et au sacrifice. C'est la raison pour laquelle nous aurons besoin également de courage, qui est à la fois victoire de la volonté sur la peur et don de soi pour plus grand que soi. Et pour terminer, j'aimerais vous citer une citation qui est tirée du rapport de l'Assemblée nationale sur la haute intensité, publié quelques jours avant le conflit ukrainien, en février 22, emprunté à Stéphane Bouillon, qui est le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui nous dit: un conflit,
Ce n'est pas que l'affaire de l'État, c'est l'affaire de tout un peuple. Merci beaucoup, professeur Maud, pour vos réponses à cet exposé qui nous donne une vision complète sur une notion qui peut nous être parfois éloignée et qui pourtant est une potentielle réalité. Chères auditrices et chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast ARPod sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.